Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de nous rejoindre pour cette dernière session de la matinée. Une session, effectivement, qui s'intitule « Bon usage et économie de la santé ». C'était une des thématiques principales de notre congrès que vous avez eu sur notre affiche, parce que, effectivement, eh bien, je pense que ça n'a échappé à personne. On est dans une situation budgétaire totalement inédite, ce qui peut poser des questions sur l'avenir de l'équité d'accès aux produits de santé, et c'est bel et bien d'un enjeu collectif dont on parle et dont on souhaitait parler avec vous aujourd'hui. Et eh bien pour cela, dans le salon du SNPHPU, dans le forum économique du SNPHPU, eh bien j'aurai le plaisir d'accueillir, et je les rejoindrai juste après, le professeur Samuel Lima, président de CME du CHU de Besançon. Également Emmanuel Luigi, directeur général adjoint du même CHU de Besançon, c'est un casting. Le professeur Claude Dussard, des Hospices Civils de Lyon. Et puis en visio, nous avons la chance d'avoir le professeur Pascal Paubel qui est avec nous également. Pascal, bonjour. Nous avons le professeur Xavier Armoiry, donc Pascal Paubel, j'ai oublié de préciser bien sûr, de l'assistance publique hôpitaux de Paris, mais je crois qu'il est inutile de présenter Pascal. Le professeur Xavier Armoiry, aussi des Hospices Civils de Lyon. Je rejoins nos invités. Voilà, parce que là, c'est le salon économique du SNPHPU et des rencontres CSH. Moi, je voulais vous projeter quelques petits éléments pour repositionner ça, revenir sur le volet produits de santé, revenir sur le volet qui nous intéresse plus spécifiquement côté PUI. La première chose, c'est est-ce que, parce que c'est un message qu'on entend souvent, hein, voilà, Pierre nous a dit, ça existe depuis 80 ans, seulement, et on voit l'évolution depuis les années 50, hein, la CSBM, la consommation des biens médicaux, eh bien, en pourcentage du PIB, c'est-à-dire la part des richesses qu'on a consacrées en France pour la santé, bah voilà, clairement, on voit qu'elle n'a cessé d'augmenter en pourcentage. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a eu un investissement continu et ça ne s'est quasiment jamais démenti. Premier élément. Deuxième élément, c'est un effort soutenu qui, pour les dépenses courante de santé, fait que la France, en pourcentage du PIB, se positionne aussi parmi les pays qui investissent le plus dans sa santé. Et ça, c'est un message qu'il faut absolument que l'on garde en tête au moment où on va rentrer dans des éléments de négociation et de débat, je pense, durs. Il ne faut pas se le cacher non plus. Troisième élément de la discussion, c'est que tout cela, c'est en fait, nous a donné un système qui protège. En tout cas, c'est comme ça que j'ai intitulé cette diapo, puisque, et c'est un élément que le directeur de la Sécurité sociale a évoqué dans son débat et dans les leviers qui sont sur la table et qui ont toujours été sur la table, c'est de dire au final quel est le reste à charge des ménages. Bien là aussi, la France, voilà, vous voyez qu'on est tout au début du graphique, la discussion ne se pose pas. On est un des pays qui protège le plus et sous couvert en plus de protection, donne une équité d'accès à l'innovation. Jusqu'à aujourd'hui, souvent c'est des questions que me posent des étudiants ou même dans la vie réelle, dans nos missions de Médite, c'est mais est-ce qu'on a accès ? Oui, on a accès ou on a eu accès encore aujourd'hui à absolument toutes les innovations. Après, c'est que des choix qui sont dictés par la clinique, pas par un élément de contexte économique. Et en gros, est-ce que ça a été maîtrisé ? Alors, je passe rapidement là-dessus, mais vous savez qu'on avait tous... Alors ça, c'est les Omédites, on vient vous embêter. Et puis, le ministère également nous demandait des comptes. Voilà. Est-ce que les objectifs de progression des indicateurs ONDAM, etc., étaient respectés ? On a même eu des années, vous voyez, où on était dans le vert. Hein. Alors ça, c'est des petites cartes qui étaient redescendues au niveau des régions. Donc, en gros, ça allait bien. Et la preuve aussi sur ce graphique, si vous n'êtes pas habitué à le lire, il est récurrent dans la loi de financement de sécurité sociale, dans les documents depuis maintenant plusieurs années. Mais l'élément de lecture rapide, c'est vous avez le montant de l'ONDAM et de l'autre côté, le pourcentage d'évolution qui nous est accordé. Et en gros, plus la bulle ou la boule est rouge et petite, quand même, rouge, ça veut dire qu'il y a un dépassement. Plus elle est grosse, plus ce dépassement est important. Quand elle est verte, c'est qu'en revanche, on l'a sous-exécutée. Et bien sûr, plus elle est grosse, plus on l'a sous-exécutée, mieux c'est. Et là, on voit clairement la rupture. La rupture, c'est effectivement, année 2017-2018, on est arrivé dans le vert, même si on arrivait à une sous-exécution relativement modeste. Et puis, patatras, effectivement, l'effet Covid, 2019-2020, ok. Mais, ça perdure. Et donc, ça a été maîtrisé jusqu'en 2019 et
tous les leviers qu'on a sur la table, eh bien, ont tenu jusque-là. On pensait que ça tiendrait plus longtemps. Le directeur de la Sécurité sociale a évoqué les biosimilaires, a évoqué les génériques, on pourra en reparler. Mais en gros, la situation, elle est hors de contrôle, et on le voit, j'aurais pu encore accentuer les axes qu'on voit sur ce graphique et raccourcir, mais en gros, voilà ce qu'on voit, hein, la courbe bleue du haut, c'est l'ensemble des molécules onéreuses de la liste en sus. On voit bien que depuis 2019, c'est une augmentation quasiment exponentielle et principalement portée par la cancérologie, la courbe orange qu'on a en dessous. La question maintenant, c'est comment on fait tout ça ? Et on est effectivement, on l'a tous compris, à l'aube probablement de changements importants. Il y a tout un tas de rapports qui sont sortis, qui se sont multipliés. Le dernier, ou un des derniers en date, c'est le rapport de la Cour des comptes. Et Samuel, toi, tu as une lecture, en tout cas, tu vas nous apporter ta lecture du décryptage de ce rapport de la Cour des comptes. Oui, merci beaucoup, Philippe. Alors, juste pour résumer, avant d'arriver à la Cour des comptes, on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Je vais vous donner quand même 2 éléments estivaux, parce que c'est toujours l'été en général que se passent les trucs, parce qu'on n'est pas là. La première chose qu'on a eue, alors vous savez que des circulaires à l'hôpital, il y en arrive, puis alors elles ne concernent pas toute la PUI, hein, mais on est quand même... on est inondé de circulaires, et très étonnamment, il y en a une qui avait une particularité cette année. C'était une circulaire qui arrivait de Bercy, mais figurez-vous qu'elle était signée de la main du Premier ministre. On s'est dit, tiens, il se passe quand même quelque chose là-dessus. Alors, et clairement, on était un peu dans le discours qu'a tenu Pierre Pribille tout à l'heure, c'est-à-dire, entre guillemets, l'heure est grave et il va quand même falloir qu'on prenne un certain nombre de mesures. Bon, voilà. La deuxième chose, c'est qu'en plein mois d'août, Bercy, l'inspection générale des finances, a clairement commencé, je ne vais pas discuter de la méthode, hein, mais à s'intéresser à la liste en sus. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais enfin, il faut se dire les choses. Il y a vraiment un focus, là, actuellement, sur la liste en sus. On y reviendra. Donc, il y a quand même une ambiance là-dessus. Et donc, effectivement, il y a eu un rapport des comptes qui est sorti en septembre 25. J'ai fait une diapo, hein, donc j'ai fait un choix éditorial, hein, vous me pardonnerez, voilà, mais il y a 4 messages clés qui me semblent être intéressants pour l'exercice pharmaceutique et notamment hospitalier. Alors le premier, c'est que j'ai mis hôpital, parce qu'en fait la Cour des comptes explique très clairement que c'est l'hôpital qui pèse clairement sur les dépenses de produits de santé dans les murs de l'hôpital et à l'extérieur par les prescriptions exécutées en ville. En clair, on a parlé tout à l'heure de chiffres de croissance et je vais pas y revenir, je pense que les chiffres ont leurs limites, mais c'est clairement l'hôpital qui fait la dynamique des dépenses en médicaments et en dispositifs médicaux, mais notamment en médicaments, que ce soit à l'hôpital et en ville. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, bouleverse complètement l'économie de l'officine en ville. Et je ferme la parenthèse. Donc, demain, clairement, l'hôpital va sans doute être réinterrogé à la fois sur ce qui se passe dans ses murs et ce qui se passe éventuellement hors de ces murs. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a eu un gros focus sur les prescriptions hors AMM. Et quand on regarde bien, finalement, dans notre système de santé sur les 30 dernières années, on a beaucoup parlé du hors AMM à visée sanitaire au moment de l'affaire Mediator. Et puis là, on revient, mais là plutôt pour des enjeux médico-économiques, puisque, comme je l'ai dit, il y a un focus qui est en train d'être fait autour en particulier des dépenses hors AMM sur la liste en sus. Donc deuxième message très fort. Le message prix, donc la Cour des comptes a effectivement décrypté tout ça, et je dois dire que pour la première fois, on est capable nous-mêmes d'avoir une quantification, alors généralisée, hein, pas par produit, puisque ça a été dit tout à l'heure, c'est du secret industriel, mais la Cour des comptes publie des chiffres sur cette histoire de prix facial, et on sait à peu près maintenant, au moins en moyenne, quelle est la différence entre ce qui est imputé facialement pour le coup aux hôpitaux, et ce qui, au final, coûte à notre système de santé, avec quand même un petit problème, et je ne sais pas si on en discutera tout à l'heure. Alors la bonne nouvelle, c'est que finalement, c'est pas exactement le prix qu'on paye, mais ça pose quand même 2 sujets. Le premier, c'est que la dépense qui est attribuée au monde hospitalier, c'est celle du prix officiel.
et pas celle du prix facial. Donc ça veut dire que dans les grands équilibres entre combien coûte l'hôpital et pas l'hôpital, ben, c'est le prix normal auquel vous payez les médicaments qui est affiché et pas celui qui est amputé, on va dire, des remises. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, et moi je pense que c'est un vrai débat pour les hospitaliers, c'est que ces remises, elles restent dans le système de santé, mais je ne suis pas totalement certain qu'elles restent dans l'ONDAM hospitalier. Et ça, pour moi, c'est un sujet de débat. Vous savez que le budget en fait, de la sécurité sociale volet santé, il est construit par deux gros blocs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dépenses ambulatoires et les dépenses hospitalières. Alors philosophiquement, il n'y a absolument pas besoin de les opposer, puisque de toute façon, les patients et les parcours patients, on a besoin des deux. Mais simplement, quand on regarde la masse financière aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce volume de soustraction reste réellement tout le temps dans l'ONDAM hospitalier, parce que finalement, si c'était des dépenses de médicaments, allez, je vous la fais de manière grossière, qui devenaient des dépenses d'investissement de personnel dans l'hôpital, je dirais que quelque part, c'est pas bien grave. Je pense que globalement, c'est un peu plus compliqué que ça en termes de flux financiers. Et puis, dernier élément, sans doute pas un sujet de débat aujourd'hui, enfin quoique peut-être, mais il y a quand même une grosse insistance de la Cour des comptes sur le fait qu'on met beaucoup de médicaments à la poubelle, sur le fait qu'on met beaucoup de médicaments onéreux à la poubelle, et la Cour des comptes engage très clairement la réflexion sur la réutilisation. Et en particulier, et vous savez, il y a un débat aujourd'hui, notamment sur ces voies orales très coûteuses, parfois de boîtes d'ailleurs non entamées, qui arrivent. Enfin, en tout cas, la Cour des comptes, elle, interroge sur le fait que dans le système de santé français, on pourrait peut-être s'interroger sur ces médicaments qui partent à la poubelle ou ces médicaments qui sont dispensés, payés et non utilisés. Voilà, en gros, ce que raconte la Cour des comptes, il y a 15 jours, puisque comme par hasard ou comme par opportunité, ce rapport est sorti en pleine discussion du PLFSS 2026. Voilà, Philippe. Merci pour ce décryptage, Samuel. Et effectivement, il y a, voilà, c'est pas le seul rapport qui a été commandé. On voit bien que les taux se resserrent. Alors même si le directeur de la Sécurité sociale nous a dit qu'il n'y a pas que le produit de santé et il n'y a pas de viseur sur le produit de santé, mais on voit quand même bien que c'est un élément d'intérêt. Alors justement, moi je voudrais me tourner vers le directeur d'hôpital, où pareil, c'est comme pour la Sécurité sociale, il n'y a pas que le produit de santé dans ce contexte-là. Alors déjà peut-être une vision plus globale sur où on en est sur le contexte hospitalier, le financement hospitalier. On parlera de produits de santé après, mais déjà avoir une vision systémique un peu plus large. Alors merci beaucoup pour votre invitation. La question est ardue et on va l'aborder par le terme qui nous réunit tous, déficit. La question qui se pose aujourd'hui au directeur d'hôpital, c'est celui de la maîtrise du déficit. En tout cas, c'est la question qui lui est posée, même si l'hôpital, a fortiori sa direction générale, n'est pas à l'origine du déficit. Alors pourquoi est-ce que la question du déficit se pose ? C'est relativement simple, c'est parce qu'on n'a jamais atteint les niveaux de déficit hospitalier que l'on connaît aujourd'hui. En 2024, on est sur un déficit des établissements publics de santé consolidés qui est de l'ordre de 3 milliards d'euros. Et la Cour des comptes a alerté sur le fait que ce niveau de déficit était un point de fuite notable de tout le système de santé, puisqu'en fait, on peut dire qu'en quelque sorte, c'est retracé dans les comptes des hôpitaux, mais ça n'est pas retracé dans les comptes de toutes les administrations publiques au sens strict. Donc il y a là une ligne de fuite, une sorte d'échappatoire. Normalement, les dépenses d'assurance maladie sont maîtrisées, elles sont fixées, elles correspondent à un objectif qu'elles doivent respecter, on mesure l'écart à l'objectif, et le déficit hospitalier apparaît comme un point de fuite majeur. Donc c'est ce sujet-là qui est notre sujet de préoccupation. L'explication du déficit, c'est que ce déficit, si j'étais un peu provocateur, je dirais que subitement, toutes les gouvernances hospitalières, en 2-3 ans, ne sont pas devenues totalement nulles en termes de pilotage économique et budgétaire. Donc il s'est passé autre chose. Et les phénomènes caractéristiques qui expliquent ce déficit, on les connaît, ils sont assez simples. Le premier, c'est qu'il y a eu un creux d'activité, et on a quand même un financement majoritairement à l'activité, donc un creux de l'activité, puis un redémarrage avec une modification de la nature de l'activité qui a substitué à des séjours rémunérateurs, des séjours moins rémunérateurs. Donc à profil de charge inchangé, vous gardez le même type de dépenses, mais vous avez moins de recettes parce que vous faites plus de séances,
plus d'hospitalisation de jour, moins d'hospitalisation complète, et donc il y a une adaptation de la machine hospitalière qu'il faut envisager. La deuxième explication, au-delà de ce phénomène d'activité, c'est une explication par la masse salariale. Il y a actuellement une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales en même temps que l'Inspection générale des finances sur la question de la productivité hospitalière. En termes de conclusion, même si l'enquête pour l'instant n'est pas publique et si elle n'a pas rendu ses conclusions, je peux vous la donner. C'est assez simple. La productivité hospitalière s'est dégradée. Si on mesure la production d'activité, qu'on la rapporte à la masse salariale, compte tenu des revalorisations massives qui ont été accordées aux hospitaliers médicaux, non médicaux, par différents biais, le dernier en date étant la révision de la rémunération des astreintes, si on voit l'injection très forte faite par les pouvoirs publics sur la masse salariale, avec une activité, comme on vient de le voir, recomposée en partie à tonnes, la productivité nécessairement s'est dégradée. Mais l'hôpital lui-même, sa gouvernance, n'en est pas à l'origine. Donc on a des mécanismes à la fois tenant aux recettes sur l'évolution de l'activité et à la fois tenant aux dépenses, principalement sur la masse salariale, qui expliquent ce déficit. Maintenant, est-ce que, pour autant, les produits de santé jouent un rôle dans ce déficit? Je dirais que sur les produits de santé, paradoxalement, alors que la gouvernance hospitalière est plutôt quand même inquiète de l'évolution des déficits et du poids qu'ils peuvent avoir sur l'investissement hospitalier, de l'impact négatif qu'ils peuvent avoir sur l'investissement hospitalier, on pourra peut-être y revenir. Paradoxalement, sur les produits de santé, il n'y a pas plus heureux que le directeur général. Il n'y a pas plus heureux. Pourquoi? Parce que chaque année, il voit des rythmes de dépenses sur la liste en sus qui sont vertigineux. Sur Besançon, sur le médicament, 130% entre 2014 et 2024. Des chiffres de progression de l'ordre de 15% chaque année sur les 2 dernières années. Donc des choses qu'on ne connaît absolument dans aucun autre secteur d'évolution des dépenses hospitalières. Mais pour autant, ces dépenses, elles sont compensées à l'euro. Donc, ma foi, pas d'impact sur les déficits. Et en plus, non seulement elles sont compensées à l'euro, mais elles nous rapportent une petite recette de poche au travers de l'écart médicaments indemnisables ou de l'écart tarif indemnisable. Petite recette de poche qui, quand même, au niveau national, est de l'ordre de 170 millions d'euros pour les médicaments et 17 millions d'euros pour le dispositif médical. Alors, je sais bien qu'on est sur des montants, 170 et 17, c'est des ordres de grandeur, c'est pas les chiffres exacts, 2024. On est sur des montants qui sont traditionnellement après la virgule, puisque l'ONDAM est exprimé en milliards d'euros et généralement vous avez un chiffre derrière la virgule. Quand on vient de la direction du budget, on sait que, comme c'est mon cas, puisque j'y suis passé, je n'ai pas fait que l'hôpital, on sait que ce qui est derrière la virgule permet de faire toute une série d'ajustements et de prendre toute une série de mesures intéressantes. C'est un peu du détail. Mais n'empêche que l'EMI et le TI rapportent à l'hôpital. Un rendement décroissant, peut-être qu'on y reviendra aussi, mais ça rapporte à l'hôpital. Donc, pas d'incidence sur les déficits des produits les plus coûteux, des déficits qui explosent, des dépenses qui explosent, mais pas d'inquiétude majeure. Finalement, ce qu'on nous demande, c'est une supervision stratégique qu'on assure à Besançon au travers de la commission du bon usage, mais c'est de la supervision stratégique. On s'assure, par une discussion qui est une discussion non conflictuelle, que chacun, comme l'a dit le directeur de la Sécurité sociale, fait bien son métier. Et c'est le cas. On s'assure également en gestion, et là c'est plus de la supervision stratégique, c'est vraiment de la gestion, que les procédures de facturation et de traçabilité sont bien organisées. C'est pas si simple, le sujet est complexe. La réforme de l'accès précoce, à un moment donné, nous a donné quelques sueurs froides sur la façon de s'organiser, de se staffer, de s'équiper pour tracer tout cela. Mais c'est de la gestion, on y arrive. Et de ce fait, finalement, le directeur général, au regard de cette situation, sur les produits de santé, il est plutôt tranquille. Merci beaucoup. Bah alors tout va bien. C'est un gros paradoxe. C'est un gros paradoxe. Il n'est pas tranquille en général.
il n'est pas tranquille Sur en le produit de général. santé, il est Mais tranquille. sur le produit de santé, alors, les nuages s'amoncellent à l'horizon, mais on en parle tout à l'heure. On les voit arriver. Claude, tu voulais rajouter quelque chose? Je t'ai vu prendre le micro ou pas? Ah non. Non, pas du tout. Et bien alors, dans ce cas-là... J'écoutais avec intérêt, du coup. Bon, et bien alors... Donc il n'y a pas de problème. Non, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'effectivement, les nuages s'amoncellent. En tout cas, voilà, le ciel... Vas-y, Claude. Peut-être pour apporter un éclairage lyonnais qui est complémentaire. Dans les éléments aussi intéressants, c'est quand on regarde dans le détail les enveloppes MODMI hors GHS, aussi la typologie des produits a changé et le nombre de bénéficiaires aussi de ces produits a changé. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus de niche busters par rapport à avant où on était blockbuster, et donc ce qui fait que du coup il y a un effet saturation du coup différent au cours du temps. Tout à fait. Bah justement, tu nous fais une belle transition et on va passer la parole. Je vais me lever pour vous voir et je t'affiche des diapos aussi, Pascal. Bah justement, le produit de santé, ton expertise, quelle est-elle, Pascal, qui est donc en visio? Alors, bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas avoir pu vous rejoindre ce matin. Quelques contraintes font que je dois rester à Paris. Alors, moi, je vois pas les diapos, mais je pense que tu as mis la diapo. Alors, je suis sur ta première diapo, évolution ville-hôpital. Super. Alors, je reviens sur un certain nombre de points qui ont déjà été évoqués par Pierre Préville et par Samuel Lima pour vous présenter quelques chiffres, puis après vous donner mes réactions sur un certain nombre de points. Là, cette première diapositive, c'est le dernier bilan de ce qui a été fait par la Commission des comptes de la Sécurité sociale, donc sur l'évolution 2018-2024 sur les médicaments ville et hôpital. Et on voit bien, alors attention, il n'y a pas tous les chiffres, puisque dedans, il n'y a que les produits dans ce qu'on appelle le marché régulier. Il n'y a pas l'intra-GHS où il faut rajouter environ 1,5, 1,6 milliard, mais on voit bien qu'on est autour du montant évoqué tout à l'heure, avec une augmentation de plus en plus importante des produits à l'hôpital, Listensus et rétrocession. On va parler après de PHMES, mais très clairement, on est sur cet effet structure qui a été évoqué par le directeur de la Sécurité sociale, des nouveaux produits qui remplacent des anciens ou qui se surajoutent aux anciens. C'est ce qu'on a par exemple, l'exemple typique que sont les immunothérapies, qui vont se surajouter au protocole de traitement d'un certain nombre de cancers de plus en plus importants. Il a été évoqué aussi cette histoire des 10 milliards qui sont reversés par l'industrie pharmaceutique à l'État français, que nous ne voyons pas, comme l'a dit Samuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ces presque 11 milliards de produits, médicaments, Listensus et rétrocession, une bonne partie de cet argent repart au niveau de la collectivité, dans des tuyauteries financières qui sont, à mon avis, à peu près obscures, et on ne sait pas trop où ça va. Donc c'est vrai que nous, on a un prix facial, on a un prix net, je vais en reparler, et très clairement, on ne sait pas quel est le vrai prix du médicament, en tout cas dans ces produits innovants. On commence à avoir une idée du vrai prix du médicament dans certaines classes, quand les produits sont génériqués ou quand ils sont biosimilarisés, puisque, comme moi, vous avez des baisses de prix qui sont très significatives lorsque la concurrence arrive, et on se retrouve donc à ce moment-là avec des produits où sans doute le prix, il n'y a plus de remise, et donc on est plus proche d'un prix net pour la collectivité. Le deuxième point, c'est que sur l'officine, le marché il augmente aussi par cet effet structure avec tous les produits qui étaient en accès direct et qui vont changer, par exemple, qui vont en accès direct ou en accès précoce et qui vont changer de circuit de distribution quand ils vont entrer dans le droit commun. Et l'innovation aujourd'hui passe par l'hôpital, va après être transférée en ville, et on voit les conséquences sur le chiffre d'affaires réalisé en officine. Après, est-ce que la marge en officine suit? Loin de là, vous avez vu ce qui se passe au niveau des génériques et des biosimilaires, avec un changement de mode de rémunération peut-être des officinaux, puisque là, il y a un stand-by qui est donné pour 3 mois par notre nouveau Premier ministre. La diapo suivante, s'il te plaît. Donc, ça a été évoqué. La Listensus, c'est ce qui, en tout cas facialement, explique l'augmentation. Alors, cette courbe, attention, tasse un peu les choses. En gros, la liste, le chiffre d'affaires entre 2011 et 2024, c'est une multiplication par 3 au global. Très clairement, c'est les hôpitaux publics qui tirent la croissance, mais on voit bien aussi que les cliniques privées, depuis l'arrivée des immunothérapies, des nouveaux traitements en oncologie, très clairement, et il y a une tendance aussi à la hausse. Donc, on a un effet oncologie, on a aussi un effet niche buster, comme ça a été évoqué par Claude, c'est-à-dire avec toutes les maladies orphelines, avec des traitements qui arrivent. Et puis, les 2-3 dernières années, l'arrivée des CAR-T-cells, l'arrivée des thérapies géniques accélère encore ce mouvement. La diapo suivante, s'il te plaît. Alors, pour moi, il faut faire très attention entre médicaments nouveaux et innovation. Vous le savez tous,
les laboratoires, les gens en dehors utilisent le terme produit innovant, médicament innovant. Je pense que c'est pareil, Xavier en parlera sur les dispositifs médicaux. Attention, les vraies innovations de rupture, il y en a très très peu. Les laboratoires commercialisent des produits nouveaux. Certains, on peut se demander de l'intérêt quand vous avez une Xème molécule, un Xème produit dans des classes qui sont déjà très importantes. Donc là-dedans, il faut faire très attention et je pense que vraiment, alors l'industrie pharmaceutique fait son boulot en essayant de convaincre que tout produit nouveau est une innovation. Dans les faits, on sait très bien que ce n'est pas tout à fait le cas. La deuxième chose, c'est la liste en sus. La liste en sus, donc vous l'avez vu, elle évolue dans d'une façon un peu incontrôlée pour certains. Cet été, certains peut-être parmi vous ont participé à ces réunions. On a été convoqués au ministère, réunion des SS, des GOS et puis peut-être d'autres acteurs pour nous dire voilà la liste en sus. On va revoir les critères d'inscription, les critères de radiation avec des différentes hypothèses, pas forcément pour moi en termes médico-économiques très très clairs. Il y a eu un stand-by, mais il est fort probable qu'au 1er janvier 2026, il y ait un certain nombre de produits qui soient radiés de la liste. Je ne peux pas en dire plus puisque la prochaine réunion est programmée, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. Mais très clairement, les critères à la fois techniques que nous utilisons aujourd'hui, va y avoir des radiations, mais les critères pourraient évoluer dans les prochaines années, on va dire ça comme ça, en 2027, peut-être plutôt que 2026, avec des critères qui pourraient avoir cette fois des conséquences sur le financement de l'hôpital. Et notre directeur serait peut-être un petit peu moins content de ce qu'il y avait avant quand c'était liste en sus, quand c'est réintégré dans les tarifs, ça pose problème. Samuel l'a évoqué, le RAMM, alors pour nous c'est le I999 sur la liste en sus. Très clairement, on sent une tendance à envisager ce que le point sur lequel j'avais lutté en 2003 quand j'étais au ministère et qu'on avait élaboré ces listes avec Martine Aoustin et Roland Cache dans le cadre de la mission T2A, c'est-à-dire de faire en sorte que le hors-AMM justifié, donc le I999, à partir du moment où il est justifié, il soit pris en charge. On sent qu'il y a une tendance aujourd'hui dans certains acteurs institutionnels à dire le hors-AMM, il faut plus le financer. Et vous avez peut-être vu dans le rapport de la mission Flash du CEPS de cet été, une ligne dire attention, le hors AMM, faut envisager un reste à charge pour les établissements de santé. Donc là, ça va changer les choses si demain ça se met en place et le curseur va de 10% à 100%. Donc très clairement, je pense que ce point doit être un point d'attention et on va voir ce qui va être mis dans le cadre du PLFSS 2026. Il faudra faire très attention à ce sujet parce que ça va poser forcément des problèmes. Et pour compléter, donc nous avons actuellement ce qu'évoquait Samuel, donc des enquêtes IGAS, IGF sur le hors AMM avec donc un rapport qui doit être rendu avant le PLFSS, donc très très prochainement, où on va voir ce que ça donne dedans. Donc on risque d'avoir des décisions qui vont être difficiles à suivre pour nous. Écoute, merci Pascal. Ouais, je finis juste. Prix facial Pinette. Quelle est la transparence? Vous l'avez vu, aujourd'hui il n'y en a pas, donc ça pose problème. Les ruptures, les tensions, on les a sur les produits anciens. Les produits nouveaux, on verra, parce que les produits nouveaux, je ne sais pas les conséquences de la politique américaine avec leur nouveau président. Et puis PHMEF, pour finir. La PHMEF, vous voyez que l'hôpital, sur les 25 milliards à peu près qu'il y a en officine, il y a l'hôpital, c'est 11 milliards à 6, avec un taux de progression très important. Donc l'hôpital, c'est 11 milliards en liste en sus, plus 11 milliards en PHMEF, donc les 2/3 en gros du chiffre d'affaires réalisé par les industriels pharmaceutiques en France, c'est du traitement prescrit par des médecins hospitaliers et principalement la croissance liée à des médicaments nouveaux, présentés certains comme innovants. On va le garder avec nous, Pascal. Merci beaucoup, effectivement, pour ces points d'intention et on va en développer quelques-uns plus tard. D'ailleurs, c'est des éléments aussi que les Homédites, on essaye de porter vers nos collègues hospitaliers. Quand tu nous parlais de la liste en sus du hors-MM et du poids ou du risque qui serait porté, on dit attention, alors ça c'est parfois les mots de Samuel, la tuyauterie est prête. Donc si on devait mettre en place un reste à charge sur ce dispositif, techniquement désormais il n'y a plus de questions, mais on va y revenir. Alors je vais donner la parole à Xavier Armoiry pour avoir un petit peu le même panorama, mais cette fois-ci non pas côté médicaments, mais côté dispositifs médicaux. Donc Xavier, écoute, on t'écoute et je passe tes diapos, je viens d'afficher la première. Merci beaucoup Philippe, bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais
vous remercier de cette invitation pour cette table ronde et m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous, même si j'avais prévu, enfin je vous l'avais indiqué déjà depuis quelque temps. Donc effectivement, pour parler de l'éclairage dispositifs médicaux, il faut considérer les deux manières dont les dispositifs médicaux sont financés, c'est soit au travers des GHS, soit au travers de la LPP. Et sur cette diapositive, vous pouvez voir le premier version concernant la LPP. Alors déjà, c'est intéressant de situer les dépenses de la LPP dans son ensemble. Sur un plan économique, pour les dispositifs médicaux, il fallait séparer les dépenses de ville des dépenses hospitalières. Alors, pour ce qui concerne ici la LPP dans son ensemble, on peut voir que, et c'est la partie gauche de la diapositive, que nous avons une évolution qui est soutenue depuis plusieurs années, puisque entre 2016 et 2023, au global, les dépenses LPP sont passées de 8,4 à quasiment 11 milliards, donc avec une croissance de 3,8% par an, répartie entre 78% pour la ville et 22% pour l'hôpital. Alors si on regarde un petit peu les dépenses au niveau de l'hôpital, donc c'est la partie centrale de la diapositive, on voit aussi que la croissance elle est soutenue. Je ne dirais pas en revanche, comme ça a été le cas pour le médicament, que les dépenses sont hors de contrôle, parce qu'on reste sur des taux de croissance qui sont aux alentours de 5-6%. Notons tout de même qu'entre 2022 et 2023, il y a eu 5,5% d'évolution sur la liste en sus, alors même qu'un certain nombre de produits ont été déremboursés et sont rentrés dans le GHS. Ça fait beaucoup de bruit, c'est notamment les dispositifs médicaux de thromboaspiration et de FFR. Enfin, pour souligner, et c'est la partie basse de la diapositive, qu'on essaie aussi de faire des économies dans le dispositif médical, soit des économies portant sur des baisses de tarifs, c'est un chiffre de 27 millions et non pas 23 comme noté sur la diapo pour les dépenses de la liste en sus. Et puis c'est les fameuses remises conventionnelles, exactement comme pour les médicaments, qui s'élevaient à un montant de l'ordre de 70 millions pour les produits de la liste. Le deuxième point à considérer, diapositive suivante, ça concerne cette fois-ci les dépenses financées au travers des tarifs hospitaliers, domaine au niveau duquel il est beaucoup plus difficile d'obtenir des chiffres que ce qu'on a avec la LPP, tout simplement parce que les modes de comptabilité sont plus difficiles à rassembler. Par exemple, ces chiffres que je vous montre sur cette diapositive ne concerne que les établissements publics, puisqu'on n'a pas de données sur les dépenses intra-GHS pour les dispositifs médicaux au sein des établissements de santé privés. Quoi qu'il en soit, on a un montant qui, là aussi, connaît une croissance assez stable, de l'ordre de 3,8% par an, pour atteindre 3,5 milliards sur 2022, et ça englobe tout un tas de produits de santé différents, tout un tas de dispositifs médicaux différents, les dispositifs médicaux stériles, ça inclut même le DMDIV, ça inclut le dispositif médical non stérile ou encore les scanners. Alors, quelques éléments de réflexion sur les dispositifs médicaux, c'est la diapositive suivante. Là, je vais séparer mon propos entre dispositifs médicaux in-GHS et dispositifs médicaux de la liste en sus. Pour ce qui est des premiers, j'avais lu avec beaucoup d'intérêt le rapport de l'IGAS et de l'IGF en 2024 qui visait à proposer des économies sur les dispositifs médicaux. Alors les chiffres qu'ils annonçaient, c'était qu'on pouvait en théorie faire 500 millions d'euros d'économies sur le DEM dès 2025 et puis pousser jusqu'à 1 milliard par an. Donc c'est quand même des chiffres qui me paraissent assez ambitieux. Ils évoquaient parmi ces pistes le fait de faire des économies d'efficience, notamment par les achats. Et c'est vrai que quand on voit comment l'ONDAM est construit, ça intègre en fait tous les gains attendus au travers de l'efficience sur les achats. Alors, je suis pas du tout un spécialiste des achats et moi, j'ai rien contre le fait qu'on massifie les achats. Ça ne pose pas de souci, c'est quelque chose qui est fait. Il y a des techniques innovantes d'achat, je trouve ça très bien. Mais du point de vue d'un pharmacien dans une PUI, moi, ma priorité, c'est que oui, c'est bien de faire des économies en massifiant, mais il faut impérativement sécuriser l'approvisionnement des dispositifs médicaux dans un contexte où nous avons de
de très nombreuses ruptures d'approvisionnement ou arrêt de commercialisation de dispositifs médicaux. Les causes sont multiples, et en tout cas, c'est un élément très important à avoir en tête, d'où le fait qu'il y a eu, vous le savez, une feuille de route sur les pénuries de dispositifs médicaux qui a été proposée. Le deuxième point, c'est pour dire que, et notamment au niveau des CHU, c'est très important de trouver le bon équilibre entre efficience et attractivité. Parce que c'est clair qu'un CHU se doit d'innover. Il se doit d'innover, mais pas non plus à n'importe quel prix. C'est pas non plus en faisant des arbitrages qui, derrière, font que, oui, on va accepter de payer des robots chirurgicaux très coûteux, mais derrière demander de faire des économies sur d'autres produits. Et c'est pour ça qu'il faut avoir aussi des politiques très rigoureuses en matière d'introduction des produits de santé à l'hôpital, avoir des comedims qui font de la vraie évaluation, qui font de l'évaluation des technologies de santé pour prendre des décisions, avec quand même un rationnel scientifique pour vraiment savoir, comme le disait Pascal, différencier la vraie innovation de la fausse innovation. Le point que je voulais aussi rajouter, et il ne faut pas le négliger, c'est que dans les dépenses de dispositifs médicaux in-GHS, on voit aussi des dispositifs médicaux qui seraient en théorie éligibles à un remboursement sur la liste en Suisse. Ce que je vais vous proposer, c'est que pour qu'on tienne notre timing et qu'on puisse avoir le débat, on a eu les principaux éléments de conclusion de Xavier. On le reprendra après s'il se reconnecte. Moi, ce que je retiens dans les deux éléments qui ont été positionnés, c'est OK, il y a un gros focus médicaments, produits de santé, ça on était bien d'accord, mais le DM est pas forcément en reste. Et puis un des éléments qu'a évoqué Xavier et qui a été dit hier dans le reportage quand on parlait technologie innovante, on dit ouais, mais au pharmacien on lui demande qu'est-ce que ça va rapporter. Alors le chirurgien, quand on parle de robots, il a juste à dire que c'est plus propre, il n'y a pas de cicatrice, et on lui pose pas la question de combien ça coûte. Bon, on en reparlera. Je rejoins mon canapé, d'ailleurs, c'est dommage que Pascal et Xavier, voilà, on aurait bien gardé une place, on aurait mis un deuxième, tout, confortable, on était bien, donc voilà, les salons de la médico-économie, les rencontres CSH, c'est parti. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, effectivement, du débat, c'est quels sont les défis. Et les défis, moi, je voudrais qu'on élimine peut-être d'emblée, tout de suite, la question du prix du produit de santé qui a été évoqué. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a effectivement cet effet structure entre le prix facial et puis le prix qu'on paye vraiment. On sait qu'il y a un enjeu pour les industriels et que le marché français et la fixation du prix en France est un enjeu pour les industriels. Voilà, moi, je voudrais qu'on reparle un petit peu de ces éléments-là. Et puis, Claude, effectivement, toi, tu as cette expertise côté market access. Si Xavier et Pascal nous rejoignent, on pourra en dire un mot. Mais voilà, en tout cas, alors peut-être Claude sur les éléments de market access et puis Samuel sur les éléments de pharmacoéconomie. Claude, si tu veux commencer. Alors, pour faire le lien avec ce qui a été dit, vous verrez qu'on a des éléments qui sont convergents, mais ce qui est rassurant, c'est-à-dire que je pense qu'on partage la même analyse de la problématique. Quand on parle de market access, bien évidemment, on parle d'accès à l'innovation, et la position qu'on a et qu'on défend au niveau de l'école lyonnaise, c'est de dire que les outils de market access d'aujourd'hui ne sont pas adaptés au contexte et à la situation actuelle économique, eu égard à un certain nombre de paramètres, et qu'il faut réinventer et retravailler et reconstruire des nouvelles méthodes d'accès au marché pour les innovations. Premier élément, c'était souligné, c'est qu'il faut faire une différence entre l'accès à l'innovation, des innovations incrémentales de celles de rupture, parce que c'est pas du tout la même logique, c'est pas la même stratégie, et on fait pas du market access, d'une innovation de rupture, comme on fait le market access d'avant. Autre élément important, c'est de dire que le blockbuster, ça n'a rien à voir avec le niche-buster, et donc l'accès à l'innovation du blockbuster, comme on connaissait avant avec les outils classiques, ne sont pas du tout adaptés du coup au niche-buster. Et puis le troisième élément essentiel, c'est de dire que maintenant, de plus en plus, on parle des médicaments, mais les innovations, c'est des médicaments associés à des dispositifs médicaux, associés à la santé numérique. Et donc ce panel et cette approche systémique d'une offre d'innovation, eh bien là aussi, il faut construire d'autres modèles médico-économiques. Donc ça veut dire que ça a un impact sur les enjeux de preuves cliniques et de vie en réel. Bien évidemment, les données en vie réelle, ça va modifier toutes les stratégies et tout le design des études médico-économiques et le niveau de preuves scientifiques qu'on peut développer. Autre élément qui est important, c'est aussi la preuve clinique. La France était assez en retard quand on parlait de qualité de vie et d'intégration des paramètres de qualité de vie dans les études médico-économiques.
par rapport aux pays anglo-saxons en particulier. Et bien évidemment, il faut qu'on aille davantage dans cette direction. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on s'approprie ces études et qu'il y ait une transférabilité des résultats aux enjeux français. Et puis il y a aussi toute la médecine personnalisée avec les biomarqueurs qui rentrent aussi dans les études médico-économiques qui doivent être prises en compte. La performance médico-économique, c'est le deuxième élément qui est important et qui joue un rôle important dans les enjeux de market access. Je pense en particulier du coup aux nouveaux modes de financement. Les financements à l'épisode de soins, on en reparlera après. Les financements à la performance, ça impacte aussi le market access. Et puis les nouveaux modes de négociation, le risk sharing, etc. Ça joue aussi dans comment faire du market access actuellement par rapport aux enjeux. C'est pour ça que maintenant on parle de plus en plus d'évaluation dynamique. C'est pour ça qu'on parle aussi de nouveaux modes d'analyse d'impact budgétaire qui prennent en compte tous ces paramètres. Troisième élément sur lequel on est très attaché et on va beaucoup insister, c'est la notion d'impact organisationnel. Le market access national n'a rien à voir avec le market access territorial. Il faut de la négociation nationale, mais il faut aussi une approche territoriale qui prend en compte les particularités, qui prend en compte l'écosystème, qui prend en compte les parcours, les filières, la typologie des maladies rares en fonction de l'écosystème. Et donc c'est pour ça qu'on travaille aussi, qu'on développe ce qu'on appelle des indicateurs d'intégrabilité. C'est comment une innovation va s'intégrer dans un écosystème et comment l'écosystème va prendre en compte et intégrer du coup cette innovation. Et puis l'autre élément, mais ça c'est, on en parlera parce qu'on parlera aussi de l'article 51, c'est quand on fait du market access territorial et qu'on est capable de montrer un impact positif ou non organisationnel d'une innovation sur un écosystème, comment transférer, comment généraliser et comment dire que sur un écosystème ça fonctionne, mais dans un autre territoire, est-ce que ça peut fonctionner ou pas avec un impact positif ou non. Et puis dernier élément important, c'est ce qu'on appelle la mesure de la valeur sociétale. Et ça aussi, il y a des travaux à faire, il faut qu'on rentre encore plus dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a une innovation, quel est l'impact sur la productivité? Quel est l'impact sur la charge des aidants? Quel est l'impact, on parle de RSE et des développements durables, quel est l'impact dans une stratégie de maîtrise de développement durable? Quel est l'impact en termes d'équité? Là aussi, du coup, il y a plein de travaux à faire et c'est l'importance aussi des sciences humaines et sociales qui viennent aider les sciences dures dans les nouvelles études de market access. Quelle est la place des patients? Là, je pensais que le professeur Xavier Armorier allait le dire, mais on initie une thèse sur comment intégrer la place des patients dans les études de market access, parce que là, il y a tout un enjeu aussi autour de ça. Et puis, il y a aussi comment améliorer le dialogue précoce avec les tutelles dans la construction des études de market access. La position française est plutôt de dire vous venez avec vos études finies et puis ensuite on discute. Dans d'autres modèles, il y a une co-construction pour avancer au fur et à mesure et permettre d'avoir une meilleure stratégie d'accompagnement des innovations dans le système. Donc si je résume, Claude, ce que tu es en train de nous dire, mais c'est des débats qu'on a déjà eus ensemble, c'est que en gros on a mis 50 ans à faire entrer les outils de médico-économie dans les process d'accès et qu'aujourd'hui, eu égard au progrès thérapeutique, quand on utilise ces outils-là, on aboutit effectivement au débordement de prix face auquel on est possiblement confronté. Et en gros, il est déjà temps de repenser le modèle, c'est ça? Complètement, ouais. Bon, Et si on repense le modèle, et on va faire une transition avec un point que tu as évoqué sur l'élément de performance, quand on parle de la liste en Suisse, et là je vais sans doute revenir vers Samuel, il y a des questions aussi dans les défis sur le modèle médico-économie. Et c'est ce que notre directeur nous a dit, c'est en gros pour l'instant, et là c'est plutôt la vision clinicien, mais en gros on leur parle de hors référentiel, on leur dit qu'il y a des enjeux de financement, etc. Mais, pardon l'expression, pour l'instant aujourd'hui c'est open bar. Donc en gros, la question ne se pose pas. Et on va revoir que peut-être la prospective pourrait rapidement changer, surtout que j'en reviens à mon autre image de tout à l'heure, c'est les tuyaux sont possiblement, les connexions existent. Et c'est pour ça qu'on a des défis, je pense, et Samuel, je voulais avoir ta vision des choses là-dessus. Quand on reparle pharmaco-médico-économie, l'équipe de Besançon a été pionnière là-dessus pour pousser ces éléments au niveau national. Comment tu vois ça, toi, aujourd'hui ? Je vois ça de façon très humble, et puis on va revenir 20 ans en arrière, si vous voulez bien. Alors, pour les anciens, ça vous rappellera sans doute des choses, puis pour les jeunes, on va raconter ce qui se racontait il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, parce que c'est là qu'ont commencé à arriver les premières innovations, clairement, thérapeutiques
Voilà. Et c'est vrai que la logique médico-économique, alors médico-éco, pharmaco-éco, c'est pareil, hein, on va pas jouer sur les mots, elle s'est vraiment implantée à ce moment-là, avec cette idée finalement que des produits de santé amélioraient le pronostic des malades, modifiaient la prise en charge des patients, et que ce qui était important finalement, c'était pas le prix du produit de santé, mais c'était bien le coût global de prise en charge et le bénéfice clinique. Et ça, c'est vraiment la fondation de la réflexion médico-économique qui s'est implantée dans les hôpitaux dans les années 90-2000, avec cette notion finalement que l'évaluation d'une nouvelle thérapeutique, et puis elle est abordée de manière globale autour de ça. Et si vous vous souvenez, les collègues qui étaient déjà là à l'époque, même l'industrie se servait des études médico-économiques pour faire la promotion des médicaments ou des DM. On venait vous expliquer qu'avec tel DM, le malade, il partait 2 jours plus tôt de l'hôpital, ce qui est toujours bien d'ailleurs, et qu'avec tel médicament, au lieu de faire de l'hospice conventionnel, enfin, on était vraiment dans une démarche médico-économique, et la réflexion a été vertueuse à l'intérieur des hôpitaux. Alors, maintenant, c'est là que ça se coince un peu, ça se corse un peu, puisque la question, on est quand même sur le prix des produits de santé, et je suis retourné, je suis désolé, j'ai fait un peu les archives. Et je ne vais pas détailler, mais je vous ai présenté 3 études médico-économiques en cancéro, à 20 ans quasiment d'intervalle. Et je voulais juste attirer votre attention sur ce à quoi on fait face aujourd'hui. Tout à votre gauche, vous avez une étude de 2004, c'est l'arrivée du paclitaxel dans le cancer de l'ovaire. Bon, à la limite, peu importe. Mais ce qu'on voit à l'époque, c'est que le coût global de prise en charge est de 17 000 € et que le coût du médicament est de 7 000 €. Ça veut dire qu'en gros, il y a le médicament qui pèse 7 000 €, puis ils avaient 10 000 € d'organisation des soins, d'expertise médicale, d'expertise soignante, d'expertise pharmaceutique et de choses comme ça. Voilà. Et après tout, on comprend bien la logique d'avoir des produits de santé qui modifient l'utilisation, en gros, du système de santé. Et vous allez maintenant à la dernière, j'ai vraiment pris ce que j'avais sur mon ordi. De toute façon, j'ai été très feignant sur cette histoire-là. Le problème, c'est que maintenant, vous prenez la dernière en date qui est publiée, 71 000 € de coût global, 54 000 € de médicaments. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, de toute façon, la logique médico-économique telle qu'on l'avait envisagée dans les années 90-2000, elle est totalement entravée par le fait que le produit de santé écrase totalement le coût global de prise en charge. Alors, ça peut même aller loin, philosophiquement, parce que finalement, ça veut dire que le travail et l'expertise, et il me semble que ça fait quand même 2 jours qu'on échange ici sur l'expertise, qu'elle soit pharmaceutique, médicale, vous la mettez comme vous voulez, est totalement écrasée dans la prise en charge du patient par le coût du produit de santé. Donc ça, c'est un premier sujet quand même. Et si on peut passer à la diapo suivante. Et le deuxième, et j'aime beaucoup cette étude, en fait, c'est une étude qui a voulu regarder si le coût des médicaments innovants était reliable à l'amélioration du service médical rendu et au plus d'efficacité thérapeutique qu'on avait. Finalement, c'est quand même pas idiot. Si on est dans une logique médico-économique, plus le bénéfice est augmenté, plus le médicament coûte cher. Et moins le bénéfice est important et moins le médicament coûte cher. Enfin, je pense que comme ça résonne chez tout le monde. Et donc, vous avez une grande étude qui a été publiée dans le Lancet On Call en 2020. Et c'est la même chose, simplement à gauche, c'est des critères américains de bénéfices cliniques et d'amélioration du service médical rendu en cancéro qui sont utilisés, c'est les critères de l'ASCO, et à droite, c'est les critères de l'ESMO, donc la Société Européenne d'Oncologie. Mais en gros, vous avez les médicaments en bleu qui sont considérés comme un faible bénéfice clinique, et en rose, à haut bénéfice clinique. Et en fait, ce que montrent clairement ces 2 figures, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de relation directe et proportionnelle entre le bénéfice clinique apporté et le coût des médicaments, où qu'on soit. Et c'est vrai aux États-Unis. Alors simplement, vous savez quoi, aux États-Unis, le coût des médicaments est beaucoup plus cher. Mais on voit bien aujourd'hui, qu'on soit en Amérique du Nord ou en Europe, on a perdu cette notion de proportionnalité entre l'apport d'un bénéfice clinique et le coût d'un produit de santé, alors nouveau ou innovant. Parce que quand on est bleu et qu'il y a un faible apport de bénéfices cliniques, je ne sais pas si on est nouveau ou innovant. Et donc en fait, ces 2 diapos-là, c'était simplement pour dire, et c'est juste un état de fait, qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une logique médico-économique pour fixer le prix des innovations thérapeutiques. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on est plutôt dans des négociations industrielles
qu'il faut respecter, hein, c'est pas le sujet. Mais voilà, il faut se dire les choses aujourd'hui. Quand on discute le coût d'un nouveau médicament, d'un nouveau DM, la discussion se fait très peu autour de critères médico-économiques, elle se fait beaucoup autour de critères industriels et d'une négociation entre un système de santé et un industriel. Merci Samuel. Et ça, clairement, et c'est pour ça que je voulais qu'on pose cette question-là dès le début, la question de la méthodologie, la question effectivement du prix du produit de santé, mais ça on est tous conscients que c'est des éléments sur lesquels on n'a pas directement la main professionnellement, et quand on parlait d'apporter notre pierre ou notre brique, ou je sais pas comment avait dit notre intervenant de mardi soir, bah voilà, là-dessus je pense pas que la PUI ou ni même l'hôpital peut-être d'ailleurs est vraiment la main, et ça veut dire que là où on peut peut-être jouer, et c'est ça que nous a dit le directeur de la sécurité sociale tout à l'heure, c'est pharmacien hospitalier, et on va y revenir, il y a peut-être quelque chose à jouer sur le bon usage. Il n'a pas utilisé le mot de pertinence, mais on va y venir tout doucement, et je te repasse la parole sur justement cette question par rapport au référentiel, Samuel. Mais, oui, merci Philippe. J'ai fait cette diapo parce que je pense que en fait, c'est celle qui va animer tous nos débats et toutes nos réflexions dans nos hôpitaux dans les années qui viennent. En fait, on a 3 référentiels quand on travaille dans un hôpital. Et les équipes médicales avec lesquelles vous allez discuter ont forcément une partie de ces référentiels. Le premier, il est évident, c'est le référentiel scientifique. C'est les données de la science. Et ça, c'est incontestable avec le métier qu'on fait. On ne peut pas ignorer qu'on est dans une période d'explosion scientifique. Voilà. Le deuxième, il est sanitaire, et ça vous le connaissez bien, c'est la question de l'enregistrement de l'AMM, et qu'elle soit européenne, enfin elle est systématiquement européenne pour des innovations thérapeutiques, mais clairement c'est la reconnaissance à un moment sur des critères méthodologiques d'une qualité, enfin, d'un apport clinique et d'une sécurité, et donc d'un enregistrement. Et le troisième, et surtout dans le système français, puisqu'il a bien été rappelé que globalement le système français avait vocation à donner accès aux mêmes soins quelles que soient nos conditions sociales, voilà, c'est la question du référentiel assurantiel. En clair, c'est du remboursement. Et je pense que les débats qu'on a aujourd'hui, et puis ceux qu'on a commencé à imaginer pour la fin de la session, c'est qu'en fait, on a de plus en plus un fossé entre éventuellement le sanitaire et le référentiel, mais surtout le scientifique et l'assurantiel. Et quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe autour de la liste en sus, et le débat qu'il y a autour du hors référentiel, c'est quelque part, et c'est un état de fait, la liste en sus aujourd'hui se dégage du panier de soins. Donc le panier de soins, en fait, c'est ce qu'un système de santé considère comme devant être remboursé. Et c'est quand même la base. Et c'est pas une question de bien ou de mal, c'est juste que globalement, on peut financer un certain nombre de choses, qui sous-entend qu'il y en a un certain nombre, et Pierre Pril l'a dit tout à l'heure, qui ne le sont pas. Et vous savez très bien qu'il y a des AMM qui ne sont pas remboursés. Bon, ben voilà, ça c'est une différence entre le sanitaire et l'assurantiel. Et le problème qu'on a aujourd'hui autour de la liste en sus, c'est que le scientifique va beaucoup trop vite par rapport au sanitaire, mais le scientifique va peut-être parfois aussi beaucoup trop loin par rapport à l'assurantiel. Et aujourd'hui, tout le débat qu'il va y avoir par rapport à l'utilisation en référentiel et ce machin, là, I999, voilà, c'est qu'en fait, on s'est servi du I999 pour contourner le panier de soins, pour suivre l'accélération scientifique. Si je veux faire court, on utilise ce I999 pour répondre à des critères scientifiques, mais qui ne sont pas intégrés dans le panier de soins et la capacité assurantielle. Alors, au début, personne n'y a prêté une attention particulière parce que la volumétrie n'était pas importante et que ce n'était pas un sujet d'intérêt. Je pense qu'on va tous repartir d'ici en se disant qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Et ça va être d'autant plus compliqué que dans l'esprit collectif des hôpitaux, je vais volontairement grossir le trait, mais on est devenu un peu addict et dépendant à la liste en sus. Et en fait, ce I999, il nous a servi à légitimer un certain nombre de choses sur le plan scientifique, et je suis convaincu que tout le monde fait du bon travail, c'est pas le sujet, mais peut-être que demain, il va falloir qu'on revienne quand même au risque assurantiel pour nos hôpitaux. Et là, ça va être plus compliqué, je pense qu'on va revenir là-dessus, c'est est-ce qu'on a les outils aujourd'hui dans nos hôpitaux, si demain, on ne peut plus passer par ces voies I999 ou dans des méthodologies plus contraintes, et qu'on doit revenir un petit peu à des pratiques qui sont couvertes par le panier de soins.
Et justement, merci Samuel. Moi, je voudrais qu'on revienne avec la vision possible du directeur, cette fois-ci d'établissement, en tout cas avec une boule de cristal anticipatrice. La question, c'est, à votre avis, le régulateur, alors on a bien une petite idée, mais la vision du directeur, c'est comment pourrait réagir le régulateur face à une situation qu'on a compris être intenable? Alors, je veux bien qu'on remette ma diapo favorite sur la T2A, voilà, que je vais utiliser dans quelques minutes. La deuxième partie de la table ronde, là, c'est les défis. Et je me suis dit, déficit, ça va réveiller la salle, peut-être. Mais comme j'ai déjà parlé des déficits tout à l'heure, je vais plutôt retenir un autre mot-clé qui est transparence. Et la transparence, on va la retenir avec deux exceptions. La transparence de la décision publique, et puis évidemment la transparence qui vient d'être évoquée avec la commission de la transparence, la HAS et l'inscription au remboursement. Alors pourquoi transparence de la décision publique? Parce que la santé, c'est un système, et l'hôpital, c'est un système. Donc il y a des interactions extrêmement fortes. Et il y a un certain nombre de décisions qui se prennent sans qu'elles ne soient forcément explicitées et complètement transparentes, y compris pour nos concitoyens. Premier exemple, la dépense de médicaments, de produits de santé explose, ça a été dit, que ce soit sur la liste en sus, même sur le marché en ville. D'accord. Et le taux de remboursement, la prise en charge, plus exactement, la prise en charge par la collectivité, a augmenté de 87% à 91% entre 2023 et 2024. Pourquoi? C'est quoi la justification? Pourquoi est-ce qu'on prend mieux, on laisse moins de reste à charge sur le médicament? Est-ce que cette décision collective a été explicitée? Non. Il y a un certain nombre de mécanismes sous-jacents qui sont à l'œuvre, que vous connaissez, les tickets modérateurs, les affections de longue durée, etc. Il n'empêche que dans ce taux de socialisation de la dépense de santé, et particulièrement du produit santé, il y a une décision qui a été prise qui était de poursuivre plus avant cette socialisation. Le deuxième exemple que je voulais prendre pour dire qu'il y a des décisions qui ne sont pas forcément explicitées, c'est que quand on augmente la masse salariale des hôpitaux par des décisions prises par les pouvoirs publics, qu'au niveau d'un établissement public de santé, on ne fait que mettre en œuvre. Alors pas assez vite, pas assez bien, mais on met en œuvre. On prend la décision implicitement de ralentir l'investissement hospitalier. On prend la décision de diminuer les excédents, voire de provoquer des déficits, ou en tout cas de déclencher, d'amener des déficits. Le déficit fait que l'hôpital n'épargne pas, or son épargne sert à financer l'investissement. Et aujourd'hui, vous avez, dans tous les hôpitaux de France, dans tous les hôpitaux publics, un certain nombre de projets majeurs, indispensables pour l'offre de soins, expertisés, qui sont à l'arrêt. Qui sont à l'arrêt parce que la situation financière des hôpitaux s'est dégradée. Pas de transparence dans la décision publique, ou en tout cas dans ses implications. On augmente la masse salariale, ça veut dire ralentir l'investissement. C'est quelque chose qui mériterait d'être explicité. Et donc les nuages s'amoncellent à l'horizon, on le disait tout à l'heure. Il faut bien dramatiser là un petit peu avant le repas. Parce que quand on regarde le mode de financement de l'hôpital, qui est résumé dans cette diapo, un petit peu ancienne, plus tout à fait exacte, mais qui date d'il y a 20 ans quasiment, l'invention de la T2A 2004, on est dans ces eaux-là. On voit bien que tout ce qui est paiement en sus, c'est le pavé vert, et du même côté que les financements liés à l'activité. Donc c'est facile de comprendre que dans la construction du sous-objectif établissement de santé de l'ONDAM, plus vous mettez d'argent sur la liste en sus, moins vous en mettez sur les tarifs. C'est l'enfance de l'art. Alors à partir de là, que va faire le régulateur? Bon, en fait, c'est assez facile, il n'y a pas besoin d'une boule de cristal, il a déjà commencé à agir, et puis les rapports commencent à pleuvoir, et puis les réunions estivales se multiplient, effectivement. Première chose, il va taper sur les tarifs, il va mener une politique de régulation tarifaire. Sur la liste en sus, c'est commencé. Je vous rappelle qu'il y a 500 millions d'économies dans l'objectif, dans la construction de l'objectif pour la liste en sus pour 2025 dans le PLFSS. Donc, on va faire une économie sur les tarifs. Au passage, on va peut-être même faire une économie sur ce dont je parlais tout à l'heure, les EMI, les ETI. En tout cas, sur les ETI, la note qui a été évoquée tout à l'heure de l'IGAS et de l'IGF propose purement et simplement de les supprimer. Le rendement est plus suffisant, etc. Donc, au passage, on va récupérer les 17 millions d'euros dont on parlait. Bon. Donc, de la régulation tarifaire, il va y en avoir. Il va même y avoir de la régulation forte de la négociation tarifaire. Le problème de l'accès précoce aujourd'hui, c'est que tant qu'on n'a pas négocié avec l'industriel,
eh ben c'est lui qui fixe le prix. Donc on va plafonner la durée de la négociation avec l'industriel. 12 mois paraît être un bon délai, et comme ça, on est certain qu'on va obtenir le tarif souhaité. Donc la première arme, elle est tarifaire. Celle-là, elle reste entre les mains des pouvoirs publics. À la limite, c'est peut-être pas celle qui est la plus à craindre. La deuxième arme dont dispose le régulateur, et c'était celle qui nous a occupé cet été, alors c'est joli, moi j'aime bien, on a plein comme ça de formules dans l'administration, on adore ça. On va faire de la gestion active. Ce qui suppose qu'il y a de la gestion inactive. Bon, ça, je vous renvoie à l'image du fonctionnaire dans son bureau. Bon, enfin bref. On va faire de la gestion active de la liste en sus. Alors, quand on regarde l'impact des critères qui ont été proposés cet été, qui sont des modifications paramétriques, durée d'inscription sur la liste en sus, ou des modifications chronologiques ou paramétriques, et puis surtout des critères de réinscription dans les tarifs, là, on prend vraiment peur. Et là, la gouvernance hospitalière qui vivait tranquille et heureuse, c'est un lointain souvenir, c'est du passé, parce que si ces critères passent, la perte financière directe pour les hôpitaux va être majeure. Elle a été estimée par la conférence, par la commission des DAF, bon, voilà, mais elle est majeure. Donc cette gestion active, elle nous renvoie à un mot qu'a évoqué tout à l'heure Pierre Priville. J'ai bien aimé, je l'ai noté. Il a dit que la négociation n'était pas prédatrice pour l'industrie. Il faut qu'on fasse attention qu'elle ne soit pas prédatrice pour les établissements publics de santé. Donc cette deuxième arme de la gestion active est à surveiller de très très près. D'ailleurs, la méthode de discussion, c'est pas une négociation, hein, c'est la méthode de discussion est assez intéressante, puisque effectivement il y a une réunion la semaine prochaine, mais on devrait avoir le résultat des courses la semaine prochaine. Est-ce qu'on aura réussi à faire passer les messages ? C'est toute la difficulté. Et là aussi, en termes de transparence de la décision publique, il y aurait peut-être des choses à dire. Et puis la troisième arme dont dispose le régulateur, elle vient d'être évoquée, elle est sous-jacente. Vous avez tous vécu cet été, accroché à votre téléphone portable, à suivre les posts de Madame Cazenave, qui est directrice déléguée à l'assurance maladie. Tous. Puisqu'elle a, pendant tout l'été, poussé sous la forme... Vous savez, il y a ces petits livres jaunes qui sont super bien, un été avec Montaigne, un été avec Pascal, etc. Là, c'était un été avec le rapport produits et charges de l'assurance maladie. Et comme vous l'avez tous suivi, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que sur tous les posts qu'elle a poussés, sur le rapport produits et charges de l'assurance maladie, donc ce rapport extrêmement intéressant que je vous invite vraiment à lire parce qu'il comprend un certain nombre de pistes d'évolution de notre système qui sont passionnantes et chiffrées. Dans ces postes qu'elle a poussés, il y a plein de sujets qui sont évoqués. Il n'y a pas le produit de santé. Bon, moi, je me suis dit, il n'y a pas les produits de santé, c'est quand même assez étonnant, parce que c'est quand même un sujet d'actualité, un sujet de débat. Il n'y a pas que ici à Saint-Malo qu'on s'y intéresse. C'est bizarre que dans ces postes et dans cette communication qui est faite sur le rapport produits et charges, on nous parle de la TVA, des recettes, d'un certain nombre de dépenses, etc., pas du produit de santé. Donc il faut aller voir ce qu'il y a dans le rapport produits et charges, et il faut aller voir la proposition numéro 26. La proposition numéro 26 consiste à dire qu'on ne va plus payer plus cher pour des innovations en oncologie qui n'ont pas l'efficacité attendue. Je vous la résume à ma façon, c'est pas la formulation exacte, je voulais la lire, mais sur le téléphone portable, c'est trop compliqué. L'assurance maladie a réédité, réactualisé une étude qu'elle avait faite il y a déjà quelques années sur le coût des traitements innovants en oncologie. Et elle a deux conclusions qui sont, alors, en langage feutré, administratif et correctement formulés, mais qui sont un sacré pavé dans la mare, y compris pour la Haute Autorité de Santé et pour la Commission de la Transparence. La première conclusion, c'est que à peu près la moitié des études qui permettent l'inscription au remboursement ne comportent aucune donnée en termes de survie globale, ni en termes de survie même sans progression. La moitié. Donc on inscrit au remboursement des choses qui vont se retrouver ensuite, probablement c'est l'oncologie dans la liste en sus, sans les moyens d'apprécier réellement, on va dire, une forme d'efficacité, y compris sociale, du produit. Et la deuxième conclusion, c'est que quand on a ces données, pour une même année de survie gagnée, donc là on est sur du coût-efficacité de base, c'est même pas coût-utilité,
le coût est sans commune mesure avec ce que l'on avait auparavant. Donc le risque, c'est que le pavé en verre continue de grossir, et qui rejoigne ce que tu disais, hein, Samuel. C'est-à-dire qu'il y a une préemption par le produit de santé auquel on a attribué le caractère d'innovant, mais peut-être de façon un petit peu rapide, ASMR 1, 2, 3, et puis voilà, on ne va pas tellement plus loin, qui viennent préempter une grande partie de ce qui fait les financements hospitaliers, alors même que, effectivement, l'hôpital et la prise en charge hospitalière, ça n'est pas que le produit de santé. Vous êtes les premiers à le savoir. J'ajouterai une dernière chose, parce qu'il y a le tarif, il y a la gestion active, il y a quelque chose de l'ordre du débat sur les qualis, on va dire, ou sur un financement effectivement plus ajusté à l'espérance, au gain de vie, de survie et à la qualité de vie. Il y a un dernier point, puisqu'on disait que les tuyaux sont prêts. On a peu parlé des prescriptions hospitalières médicamenteuses exécutées en ville. Ça a quand même été abordé tout à l'heure. Quand même un ordre de grandeur qui est celui de la liste en sus. Donc il y a quand même un centre d'intérêt fort de la part de Pierre et de toute la direction de la sécurité sociale sur le sujet. Là aussi, les tuyaux sont prêts. Il y a un démonstrateur. Quand l'assurance maladie en a eu assez de devoir, avec toutes les peines du monde, contrôler les dépenses de transport sanitaire interhospitalière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enveloppe, elle l'a donnée aux hôpitaux, puis elle a dit maintenant vous débrouillez, vous négociez. Et tout ce mécanisme conventionnel très fin qui existait, qui permettait de régler les problèmes à un niveau centralisé, nous on était dans les hôpitaux chargés, encore une fois, de la mise en œuvre, a été totalement déconcentré. Imaginez l'impact du jour au lendemain si la direction de la sécurité sociale s'avisait de proposer la même chose pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville. Certes, ça nous donnerait une responsabilité intéressante, une mission clé, mais avec quel poids dans la négociation, avec quelle capacité au niveau de nos établissements, même CHU, pour faire les analyses microéconomiques qui vont bien, pour faire les arbitrages, les ajustements, etc., etc. C'est un système. Ce système ne fonctionne pas sans que, je ne vais pas dire qu'il fonctionne sans transparence, je vais dire que les implications d'un certain nombre de décisions n'y sont pas bien prises, n'y sont pas forcément explicitées. Et si ces implications ne sont pas explicitées, in fine, l'hôpital, lui, peut être mis en grande difficulté. Merci beaucoup, Emmanuel. Je crois que c'est des éléments très, très, très importants. Si cette décision était prise, effectivement, donc il y a les hôpitaux, mais il y a aussi les cliniciens qui seraient probablement impliqués dans la décision, et l'accepteraient-ils? Ça, c'est encore un autre élément de discussion. Tu nous as apporté des éléments et on va passer effectivement aux outils. Je ne vais pas prendre de détails, je vais faire une petite synthèse parce qu'on est déjà en retard, mais il y a 2 derniers points que je voudrais qu'on aborde et on va déborder un tout petit peu de quelques minutes et on verra si on a un petit temps. J'ai vu des questions, Gilles, mais j'y viendrai. Il y a 2 éléments que je souhaiterais encore aborder. Donc, risque, déconcentrer la décision, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a entendu révision de la liste en sus, c'est en train d'être discuté, notamment avec les critères d'inscription, de radiation, de réintégration. Je ne détaillerai pas, il y a plusieurs scénarios sur la table, mais en tout cas, si on veut avoir une vision stratégique des éléments, et ça c'est le directeur de la Sécurité sociale qui nous l'a dit, c'est si on veut pouvoir continuer à, en tout cas, regarder ce système-là, c'est il faut faire sortir des produits anciens pour financer des nouveaux. Il y a un scénario qui n'est pas sur la table, c'est l'intégration à 100%. Oui, le seul qui n'est pas sur la table, tout à fait, c'est de rester sur le système actuel. Ça c'est une évidence. Enfin, l'intégration 100%. Oui, alors je la poste pas à cette diapo, mais effectivement, jamais c'est à 100%. Hein. Voilà, dans les scénarios qui sont sur la table, jamais c'est 100% ou maintien à 100%. Moi, je voudrais qu'on passe sur la suite et les outils que l'on a pour revenir côté pharmacie hospitalière. Pour le coup, donc celle-là, j'ai dit que je la passais. On a parlé médecine personnalisée. Samuel, peut-être un mot, si tu veux, nous en dire un là-dessus. Et puis, il y aura le volet territorialité. Oui. Parcours, qui sont peut-être des pistes sur lesquelles, pharmacien, on peut avoir un élément de discussion avec le clinicien en l'occurrence. Oui, rapidement, et ça vous le vivez tous au quotidien, et c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire toutes ces thérapies ciblées avec ce que je veux appeler cette thérapie moléculaire, mais quand même qui nous challenge beaucoup sur nos process. Alors le premier, et ça on le voit beaucoup sur le plan industriel, c'est qu'en fait, chaque pathologie est en train d'être découpée en 25 maladies rares. Vous prenez l'exemple du cancer du poumon. Je veux dire, quand j'ai commencé à faire de la cancéro, il y avait le cancer du poumon, il y a le petite cellule, pas le petite cellule, et puis en gros c'était fini. Maintenant, globalement,
Et tant mieux pour les patients, il y a un découpage. Et donc ça veut dire que même dans des grosses pathologies quelque part, aujourd'hui, le développement et les négociations et le prix correspondent parfois à une logique de maladie rare au sein d'une grande population. Et derrière, ça change tout. Ça change tout en méthodologie de recherche clinique. Pour ceux qui sont un peu habitués, maintenant, on fait des essais de basket, on fout des patients qui n'ont pas du tout les mêmes pathologies dans un même essai avec un même médicament. Enfin, c'est juste l'envers de ce qu'on apprenait dans les cours de méthodo il y a 20 ans. Hein. Et donc, puisque la pertinence, elle doit quand même se baser, la pertinence et la notion d'innovation ou pas, elle se base quand même sur les essais cliniques. On est dans un temps de transformation complet de l'essai clinique et de ce qu'on considère comme une preuve scientifique solide ou pas. Voilà, il y a ça. Il y a la question du modèle économique, j'en ai parlé, et puis il va y avoir la question de l'organisation des soins, parce que c'est bien de faire de la médecine moléculaire, c'est bien de faire du suivi à mesure. Regardez vos territoires et posez-vous la question de l'organisation des soins aujourd'hui, de ce qu'il va falloir travailler pour être capable de maîtriser l'avènement et l'explosion de cette médecine personnalisée. Ça ouvre la deuxième partie de la discussion, c'est peut-être qu'on va nous parler parcours. Est-ce qu'il y a des éléments... est-ce qu'on peut venir mettre du produit de santé là-dedans? Retour d'expérience, Claude, sur... Alors, pas de produit de santé, mais charge chirurgicale. En 2 mots, pareil. Puis on reviendra sur le territoire avec Samuel. Alors, j'avais prévu 10 minutes, mais en 2 mots. 2 mots, voilà, c'est fait. Non, c'est très intéressant parce qu'à l'heure où on parle des parcours, de la organisation du système de santé, d'avoir un système décloisonné où il faut arrêter d'avoir la ville, l'hôpital, le public, le privé, le médical, le médico-social, le social, et qu'il faut au contraire construire une offre autour d'une logique de parcours. Souvenez-vous, du coup, c'était il y a quelques années l'article 51 qui a permis de faire des expérimentations. Dans la foulée, DGOS, ministère de la Santé et puis l'assurance maladie qui ont dit tiens, on va expérimenter du financement à l'épisode de soins. En gros, il y a une partie hospitalière, il y a un peu d'amont, un peu d'aval, et il y aura un financement pour cet épisode de soins. Vous voyez les 3 épisodes qui ont été expérimentés, et donc une expérimentation de grande ampleur, puisqu'il y a eu une expérimentation faite sur, de mémoire, 24-25 établissements de santé, et du coup, ça faisait une trentaine de sites répartis sur le territoire, des CHU, des CH, des ESPIC, des centres anticancéreux, des hôpitaux privés, des hôpitaux militaires, qui ont inclus à peu près 54 000 patients, avec toute une méthodologie robuste, avec des approches de la mesure qualitative, de la mesure quantitative. Et le but de cette expérimentation, c'est de se dire, on va regarder la faisabilité opérationnelle, comment on fait pour faire de manière pratico-pratique un financement à l'épisode de soins, parce que tout le monde en parle et tout le monde perçoit que c'est dans le sens de l'histoire, bien évidemment. Du coup, on va mesurer la qualité de la prestation, on va mesurer le résultat en termes d'impact clinique, on va mesurer l'efficience, on va mesurer les impacts organisationnels, et puis en plus de ça, on va prendre des critères pour voir si, à partir de ces expérimentations, quels sont les leviers qui permettent de faire des généralisations. Alors, je vous fais le résumé. Assez récent il y a quelques mois, rapport du comité technique de l'innovation santé suivi du rapport du comité stratégique des innovations santé, et donc avis défavorable pour une généralisation de ces expérimentations. D'accord ? Alors qu'on pensait tous que ça allait être super. C'est quoi les 4 enseignements à retenir ? Un, c'est de dire, en fin de compte, ça dépend énormément des acteurs. Et d'un territoire à l'autre, en fonction des acteurs, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. 2, il n'y a pas un parcours et il n'y a pas un parcours prothèse totale de hanche programmé en France, mais c'est des parcours. Et chaque parcours dépend des écosystèmes, rejoint sur l'approche territoriale en fonction des acteurs qui sont présents sur le territoire. Mais du coup, c'est pas les mêmes modalités, donc c'est pas les mêmes impacts positifs ou non sur l'organisation du système. Autre élément, c'est de dire on ne peut imaginer un lien ville-hôpital que si on rentre dans une logique de référentiel et de bonne pratique. Et là, ça re-questionne du coup sur quelle est la place des hôpitaux et des CHU dans l'organisation des territoires et jusqu'où on va aller. On parle de COMEDIMS intra-hospitalière, mais jusqu'où on va aller dans cette logique de bon usage et d'économie de la santé avec la contribution pharmaceutique. Et puis, 4e élément important, c'est il faut une coordination.
Dans tous les épisodes, dans tous les parcours, il faut une structure qui va assurer la coordination. Et donc, quel est l'acteur le mieux placé pour faire une coordination de parcours ou d'épisodes de soins dans un territoire? Et est-ce que c'est la place des hôpitaux publics? Est-ce que c'est la place des CHU? Là, la question, elle est ouverte. Voilà. En 2 mots, un peu plus. Un peu plus, mais... Et ça fait aussi une belle transition, parce que des fois, voilà, résultat, on dit peut-être pas. Il y a d'autres retours d'expérience où, et là je me repenche, je revais vers la Franche-Comté, effectivement, la question du territoire. Alors c'est pas parce que j'ai 2 personnes franc-comtoises à côté, non mais c'est quand même un peu, faut qu'on en parle. Voilà, des fois ça marche. Non mais pour finir et voilà, alimenter les réflexions, une dernière diapo qui est en regard de l'organisation territoriale qu'on a mis en place sur la Cancéron en Franche-Comté. Je ne suis pas du tout là pour vous la détailler, mais c'est reposer la question de l'innovation. La courbe que vous avez en haut à gauche de la diapositive, elle a été fondatrice pour notre organisation. Alors en fait, c'est quoi? C'est la survie globale chez des malades qui, sur notre territoire, avaient tous la même maladie et tous le même traitement. En fait, c'est l'utilisation du trastuzumab au début des années 2000 chez des patients de cancer du sein métastatique, supposés HER2 surexprimés. Et ce qu'a montré cette diapositive, c'est qu'en fait, en fonction de l'endroit où on était traité avec la même pathologie, le même médicament, la survie globale était multipliée ou divisée par 2. Voilà, ça interroge quand même. Et à droite, vous avez la même étude refaite une fois qu'on a réorganisé complètement nos filières et notre offre de soins sur le territoire. Donc il y a quand même un immense message là-dedans, c'est que, et heureusement d'ailleurs, parce que là, vous êtes plein de professionnels de santé dans la pièce, heureusement qu'il n'y a pas que la poche qui fait l'effet sur le malade, voilà, et qu'un bénéfice clinique, c'est quand même une prise en charge globale dont le produit de santé fait partie, mais pas que. Et il est clair qu'on ne peut pas dissocier la pertinence des soins, d'une organisation des soins. Et puis en bas, vous avez la déclinaison. Alors, j'ai pris le schéma le plus simple. La ligne rouge, c'est la population de notre territoire couvert par notre organisation en cancérologie par rapport à l'Hexagone. Et puis en bleu, c'est la même chose sur le coût des médicaments anticancéreux sur la liste en sus. Et vous pouvez voir d'emblée qu'avec cette organisation territoriale, cette maîtrise de la pertinence territoriale, en fait, vous arrivez quand même, globalement, à jouer sur les coûts de santé. Parce que, juste pour info, l'estimation entre notre point de départ du trait bleu et notre point maintenant quasiment régulier, depuis 15 ans de notre trait bleu, sur notre territoire, c'est 15 millions d'euros par an. Et donc, voilà, moi, le message, c'est qu'on ne peut plus, avec la médecine personnalisée, avec la médecine moléculaire, dissocier l'utilisation d'un médicament de toute une chaîne de soins et d'organisation des soins, et que la pertinence, elle se joue là, et qu'il est évident qu'il y aura des questions d'organisation territoriale. Et puisqu'on parle PUI, il va falloir globalement que cette pertinence et notre boulot dans la pertinence viennent vraiment s'intégrer dans ces organisations. Merci Samuel. Alors on dépasse le timing. Je sais qu'il y avait une question. Allez, une question pour Gilles et une réponse rapide. Je ne sais pas auquel de nos intervenants elle va s'adresser. J'ai deux questions très courtes. Première, pour compléter ce qu'a dit M. Luigi, ce n'est pas un mauvais rêve, c'est une réalité. Il y a un très récent rapport de la Cour des comptes qui recommande de signaler, j'ai failli dire dénoncer, les médecins hospitaliers qui prescrivent trop de produits de santé à leur directeur pour action. Je vous laisse traduire action. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que le rapport, il est de fin juin. Et puis l'autre question qui me laisse interrogative, c'est pour le panel. Vous avez vu que le directeur du NIHA a décidé de recruter un collaborateur pharmacien qui n'est pas praticien hospitalier, qui travaille dans aucun hôpital pour les achats de produits de santé. Et savoir ce que vous en pensez. Alors sur la première question, bon, la Cour des comptes a un fonctionnement qu'on vient de bien connaître et qui fait appel effectivement à des plateformes de signalement citoyennes.
C'est apparemment quelque chose qui est en vogue en ce moment. Ça a toujours existé il y a toujours eu la possibilité de signaler à la Cour des comptes un certain nombre de choses, mais jamais ça n'a été autant encouragé qu'aujourd'hui. Alors peut-être que le point que vous soulevez très précis sur le prescripteur hospitalier s'inscrit dans cette mode dont on peut espérer, comme toute mode, comme celle, je sais pas moi, des pantalons à pattes d'éléphant, qu'elle passera. Bon. Quoi qu'il en soit, le prescripteur hospitalier, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'est toujours pas identifié. On ne sait toujours pas s'il y a un numéro d'identification qui permet de bien retrouver le prescripteur. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Donc, sur des bases aussi fragiles, aller pointer du doigt, aller signaler un prescripteur me paraît quand même extrêmement hasardeux dans un système juridique où on s'attache quand même au respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, etc., etc. Et puis pour action, ça veut dire quoi ? Pour action, est-ce qu'on va devoir réinstaurer le supplice en place publique du prescripteur hospitalier devant l'entrée du CHU parce qu'il aurait fait exploser la licensus ? Évidemment, une gouvernance hospitalière, quand elle partage les orientations, a des moyens d'action vis-à-vis des professionnels qui travaillent à l'hôpital. Mais enfin, certes, ils existent. Il ne faut pas non plus les surestimer. Et sur une décision scientifique, qui est celle d'une prescription, moi, honnêtement, en tant que directeur d'hôpital, je préfère m'en remettre à un échange amical, cordial, mais serré, entre le pharmacien et le prescripteur en question. Vous rejoignez ce qu'on a répondu à l'Académie de pharmacie. On est sur la même ligne, je vous tranquillise. Très bien, merci beaucoup. Claude, tu voulais rajouter un dernier point ? Non, moi je vous propose que tu avais un petit message à nous passer. Oui. Vas-y. Il y a un élément qui n'a pas été évoqué pour maîtriser les dépenses et faire des économies, c'est qu'il y ait moins de malades à l'hôpital. Ce que je veux dire, c'est que, juste pour ne pas oublier qu'entre 40 et 50% des cancers sont liés à des facteurs de risque modifiables, entre 70 et 80% des maladies neurocardiovasculaires sont liées à des facteurs de risque modifiables. Et il y a bien un moment où il faudra que collectivement, au niveau national, on fasse de la vraie prévention efficace, pertinente, mesurée, et qui aura pour le coup un vrai impact aussi dans la maîtrise des dépenses. Et c'est une dimension qu'on avait prévue. Il y a plein de choses qu'on voulait évoquer avec vous, mais ça donnera l'occasion de nous retrouver une nouvelle fois dans notre salon de la médico-économie. Voilà, le salon des amis de la médico-économie, c'est le Friends de la médico-économie. Bref, oui, effectivement, la dimension éco-soin, puisque si on synthétise ce que tu as dit, soigner mieux, c'est soigner moins. En tout cas, c'est ce qu'on entend demain. Par contre, devant nous, là, peut-être sur les 10 ou 20 ans qui viennent, on a un trou qui va bien, temporel, qu'il va bien falloir être capable de gérer. Voilà. Moi, en synthèse, pour quelques messages sur cette session, déjà, je ne sais pas si j'aurais aimé vous redonner la parole, je ne sais pas si vous êtes encore en ligne, Xavier, Pascal, en tout cas, un grand merci déjà à tous nos intervenants. Dans les messages clés, c'est effectivement, voilà, ce qu'on a compris, c'est que le fonctionnement tel qu'on l'a connu aujourd'hui et la régulation de l'accès aux produits de santé, ça a marché jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça marchera encore demain ? Manifestement, on est face à un mur et il va falloir être capable de passer au-dessus. Et si on veut conserver les enjeux en termes d'attente qualitative, d'accès et d'équité d'accès tant sur le territoire que sur le plan économique, voilà, le pharmacien hospitalier a sa pierre probablement apporté à l'édifice. Peut-être qu'on en reviendra au temps d'avant, où il n'y avait pas la liste en sus, comme pour le directeur, comme pour le pharmacien, où effectivement on reprendra une place peut-être plus importante dans ces éléments qui sont des enjeux sociétaux. N'ayons pas peur de le dire. Voilà, un grand merci à tous.